willkommen. Schön, dass Sie da sind zu unserem Webinar Arbeit und Wohlbefinden, Wege zu einem nachhaltigen Gleichgewicht finden. Ich stelle mich zunächst vor. Mein Name ist Vera Jesinghaus. Ich bin Referentin für Gesundheit bei der Christlichen Krankenkasse. Unser Dienst ist sehr aktiv im Bereich der Gesundheitsförderung und auch der Prävention. Es ist ein Dienst, der ist offen für alle. Wir arbeiten also nicht nur für unsere Mitglieder, sondern wirklich für die gesamte Bevölkerung. Ja, und mentale Gesundheit ist auch eine Priorität bei der Christlichen Krankenkasse. Und dieses Webinar wurde im Rahmen der Wochen der mentale Gesundheit von der Christlichen Krankenkasse organisiert. Das Webinar hat live, also online, am 9. Oktober auf Französisch stattgefunden und wurde dann auf Deutsch für Sie untertitelt. Wir haben uns ganz bewusst für die Untertitel entschieden, also für ein Replay mit Untertiteln, da das Webinar auf Französisch wirklich sehr, sehr viel Erfolg hatte. Ja, zunächst ein paar Zahlen. Psychische Gesundheit betrifft uns leider alle. In Belgien sind fast 500.000 Menschen langfristig krankgeschrieben. Davon leidet ein Drittel an psychischen Erkrankungen, also wie chronischen Stress, Angstzuständen, Depressionen, Burnout. Das sind natürlich alles sehr alarmierende Zahlen und jede Zahl steht natürlich auch für ein individuelles Schicksal. Wir haben ganz bewusst das Format also eines Webinars gewählt als Einladung für Sie zu einer persönlichen Auseinandersetzung. Also jeder Mensch hat ja seinen eigenen Rhythmus, seine eigenen Herausforderungen und auch seine eigenen Wege, um sein Wohlbefinden zu finden. Und dieses Webinar soll Ihnen wirklich die Freiheit geben, in Ihrem eigenen Tempo zu reflektieren, Ihre eigenen Lösungsansätze zu finden. Also es ist wirklich ein Angebot, das für Reflexion steht, natürlich Prävention und Wohlbefinden. Und es beinhaltet praktische Tipps und auch neue Denkanstöße. Die Referentin ist Stéphanie Delrois. Stéphanie Delrois ist Psychologin und sie arbeitet als Professorin an der UCL in Louvain und auch an der Universität in Mons. Nach ihrem Referat gibt es einen Moment der Fragen und Antworten vom 9. Oktober natürlich, die wir aber dann auch für Sie untertitelt haben. Und das Ganze dauert ungefähr 1,5 Stunden. Ja, die Aufzeichnung steht Ihnen wirklich jederzeit zur Verfügung, also nehmen Sie sich wirklich die Zeit, die Sie brauchen. Zu Anfang gibt es leider eine kleine technische Störung. Wir bitten dafür um Entschuldigung. Die ist aber wirklich sehr, sehr schnell behoben. Und ganz zum Schluss auf der letzten Folie finden Sie einen Link zu unseren Angeboten der Christlichen Krankenkasse und auch einen QR-Code, über den Sie auf einen Evaluationsbogen kommen. Und wir wären Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar, wenn Sie den ausfüllen würden. Der ist nicht lang, wirklich nicht viel Zeit in Anspruch, aber so können wir mit Ihrer Meinung unser Webinar auswerten und unsere Angebote natürlich auch gegebenenfalls anpassen. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für Ihr Vertrauen und ich wünsche Ihnen im Namen der Christlichen Krankenkasse ein bereicherndes Webinar. C'est à vous. Voilà, c'est bon, mon micro est désactivé. Super, alors je vais commencer juste par partager mes slides, comme ça tout le monde pourra les voir. Donc, bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire que j'ai vraiment le plaisir de passer ce temps avec bien installé, parce que c'est important quand on parle du bien-être et du travail d'être bien. Et donc, je vais spécialement vous parler du sens du travail ce soir. Et j'en profite aussi pour remercier la Mutualité chrétienne pour, en tout cas les différentes personnes qui travaillent pour leur confiance et leur enthousiasme. Donc voilà. Alors, je vais commencer par une brève présentation de qui je suis et notamment mon appartenance à différents projets. Donc, je suis effectivement professeure de psychologie à l'Université de Mons, mais je travaille aussi à l'UC Louvain. Et en fait, depuis toujours, j'ai une double casquette qui est à la fois celle de la psychologue du travail
en m'intéressant à tous les aspects professionnels qui sont susceptibles d'amener une souffrance chez l'individu. Et une casquette de psychologue clinicienne ayant accompagné pendant plus d'une dizaine d'années des personnes qui souffraient justement de stress professionnel et de burn-out, plutôt professionnel que burn-out parental. Et dans mes thématiques de recherche, c'est finalement ces thématiques-là qui ont toujours suscité mon intérêt, à savoir le stress, le burn-out, le sens du travail, le sens de la vie. Et dernièrement, justement, c'est plutôt le retour au travail. Et j'ai cofondé avec deux associés la start-up Mélimpus, qui a développé une méthodologie qui utilise en partie la technologie, donc la réalité virtuelle, pour aider les personnes à retourner au travail. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions le concernant, à les poser, même si ce n'est pas le but principal de ce soir, mais plutôt de parler de vous et du sens du travail. Et alors, je terminerai par un rôle super important qui est, je suis maman aussi. Et je me suis toujours dit, tiens, est-ce qu'il faut choisir finalement entre sa carrière et son rôle parental? C'est pas toujours évident de faire les deux, mais je pense que parfois on peut trouver un équilibre. Et je vais vous montrer ce soir aussi à quel point finalement le travail permet aussi de trouver un sens à sa vie et d'équilibrer parfois, de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, je vais commencer par, finalement, pourquoi quand on parle de travail, on parle de bien-être, et quand on parle de bien-être, on parle de travail. Alors, vous allez voir au cours de cette présentation, il y a différents petits exercices de réflexion personnelle que vous allez faire de votre côté. Il n'y aura pas, évidemment, vu le nombre de participants, d'interaction, mais c'est pour que vous puissiez aussi vous utiliser directement ce que je vois avec vous, ou pouvoir faire des liens entre ce que je vous dis et votre expérience propre. Et donc, je vais vous demander de réfléchir assez rapidement à ce que signifie le mot travail pour vous et indiquer les différents mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez au mot travail. Alors, ça peut être des mots positifs, ça peut être des mots négatifs, peu importe. Et ensuite, vous allez en choisir 3 qui vous parlent le plus aujourd'hui et essayer de penser à pourquoi cela et pas d'autres. Voilà, je vous laisse vraiment 2 petites minutes pour faire cet exercice-là, ce qui me permet déjà, moi, de me reposer. Voilà, je vous laisserai poursuivre l'exercice. Alors, la première chose que je dis souvent à mes étudiants, c'est: est-ce que finalement le travail, c'est la santé? Alors, si je prends la définition de la santé mentale par l'OMS, elle est définie comme ceci. Donc, c'est un état de bien-être mental qui permet aux personnes de faire face au stress de la vie, de réaliser leurs capacités, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la communauté. Tout un programme, cette définition. Alors, il y a 2 éléments qui me semblent essentiels. La première, c'est la notion et la place du bien-être dans la santé mentale. Et la deuxième, c'est justement la place que peut avoir le travail dans la santé mentale. Alors, pour bien comprendre de quoi parle-t-on quand on parle du bien-être, je vais commencer par le définir, sachant qu'on a finalement 2 perspectives en psychologie pour comprendre ce que c'est le bien-être. Alors, je dis en psychologie, mais en fait, ça vient de la philosophie et une philosophie d'abord plutôt épicurienne pour la perspective hédonique du bien-être. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains psychologues considèrent que le bien-être, en tout cas tout un courant de la psychologie, considère que le bien-être
vient du plaisir finalement qu'on peut ressentir, d'un certain niveau de satisfaction, le fait qu'on soit content avec sa vie, qu'on puisse vivre un maximum de petits plaisirs simples. Donc c'est ce qu'on appelle la perspective purement hédonique. Et donc le but est de maximiser finalement les expériences agréables et de minimiser autant que possible les émotions et les expériences désagréables. Ça vient de la philosophie plutôt épicurienne. Et puis nous avons une autre tendance en psycho et aussi en philo qui vient dire ah non, c'est pas du tout une perspective hédonique. Le bien-être n'est pas qu'une histoire d'émotions positives ou de sensations agréables et de satisfaction, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus profond. Et ça, c'est la perspective eudémonique du bien-être en psychologie, qui va considérer que finalement, le bien-être, c'est une question de sens. Mais aussi une question de se connaître soi, s'accepter soi, parce que finalement, la personne avec laquelle nous vivons la majorité de notre temps, ce n'est pas nos enfants ou notre conjoint, notre conjointe, mais c'est bien nous-mêmes, et ce jusqu'au bout, ça on est sûr. Mais donc, l'acceptation de soi est super importante, mais aussi la réalisation de soi. On a tous un certain potentiel, du talent, et qui ne demande qu'à finalement peut-être appuyer notre profession par le sens de la vie, en tout cas, le besoin de contrôle et notre choix par des forces finalement externes. On a aussi besoin d'un contrôle finalement tout est dû au hasard et qu'on ne peut pas changer l'environnement. Pourquoi le travail à parce que souvent que je peux prendre quand je dire que Excusez-moi, Madame Delroy, je me permets juste de vous interrompre parce que on a un souci. Votre son semble très assuré et vu les remarques qui arrivent dans les questions-réponses, je vois que ce n'est pas que de notre côté, chez les participants aussi. Donc, je ne sais pas si il y a un souci, c'est peut-être la connexion ou c'est le casque, je ne sais pas. Voilà, on va peut-être refaire un essai. Donc, j'ai coupé mon casque. Ça semble mieux? Oui, ça semble mieux. Oui. Parfait. Désolée, je l'ignorais. Ok, alors je reprends. Bon, j'espère. Donc, je disais qu'il y avait deux perspectives en psychologie, hédonique et eudémonique. Donc, hédonique, c'était plutôt lié à tout ce qui concerne les émotions positives, des expériences agréables, etc. Alors que eudémonique, on est dans quelque chose de plus profond qui va avec l'acceptation de soi, le sens de la vie, etc. Et donc, j'en venais à dire, mais finalement, pourquoi diable le travail participerait-il à la santé de l'individu? Alors, je provoque un peu parce qu'effectivement, moi, ayant suivi pendant plus d'une dizaine d'années des personnes qui souffraient de burn-out, je pourrais avoir une vision bien plus pessimiste parce que j'ai plutôt vu des personnes finalement qui étaient abîmées par le travail. Mais justement, nous, j'ai gardé une vision plutôt positive, notamment quand j'ai vu les personnes se reconstruire après un burn-out ou après une période de stress. Et donc, oui, le travail peut participer à la santé de l'individu dans la mesure où il permet d'abord d'exprimer son potentiel, de s'accomplir, accomplir une certaine vocation, de se sentir utile à la société, parce que on a, comme je disais, tous des talents qui ne demandent qu'à être exprimés, et si en plus ça peut être utile à autrui, à l'environnement, peu importe, mais c'est plutôt
positif, si je puis dire, contribuer. Alors, le travail va aussi faire qu'on va être face à des challenges, des difficultés qu'on va devoir dépasser, donc on va devoir apprendre. Et l'être humain adore apprendre. Il est programmé pour continuer à apprendre, donc on n'apprend pas juste à l'école ou juste durant ses études, en fait, on apprend toute notre vie. Et j'imagine que si vous êtes là ce soir, en partie, c'est aussi pour apprendre sur vous-même, pour apprendre des nouvelles choses de la psycho qui peuvent être utiles. Et donc, on est dans cette perspective-là et le travail permet d'apprendre. Et donc, comme on a aussi des difficultés, de prendre confiance en soi, parce que quand on a des nouveaux challenges, forcément, on va devoir se dépasser, ce qui va nous permettre de développer sa confiance en soi, sa fierté, de pouvoir faire de nouvelles choses qu'on ne savait pas faire ensemble. Il permet aussi de développer des relations sociales, parce qu'au travail, il y a des autres êtres humains, qui soient nos bénéficiaires, nos collègues ou nos superviseurs, et on va potentiellement nouer des relations avec ces personnes-là. Et positives, négatives parfois aussi, mais quand même agréables. Alors, d'un point de vue psychodynamique du travail, qui est encore un courant de la psycho, qu'on remarque, c'est que parfois le travail permet aux individus de dépasser des difficultés, soit qui ont été présentes durant l'enfance, la jeunesse ou le début de l'âge adulte, soit encore des difficultés actuelles. Je m'explique. Certaines personnes expliquent que, par exemple, elles ont vécu la maladie d'un proche, ou elles vivent actuellement la maladie d'un proche actuellement, enfin oui, je les ai dit, ou des difficultés de couple, que sais-je. Et en fait, le travail est une sorte de pilier auquel elles peuvent se raccrocher pour tenir debout, pour continuer à s'exprimer, à exprimer justement qui elles sont, leur potentiel, etc. Et aussi parfois juste ne pas penser aux difficultés qu'on est en train de vivre par ailleurs. Donc en ce sens-là, le travail peut être aidant. Et pareil, par rapport au passé, on voit que certaines personnes, peut-être à qui on aurait dit « tiens, tu t'arriveras à rien », tu n'es pas capable de, ça va justement servir de moteur, de vouloir dépasser, d'exprimer ses compétences et son identité par le travail. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, que du contraire, ça permet de prendre confiance en soi. Enfin, quand on regarde les indicateurs de santé mentale auprès des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont sans emploi, on constate que souvent, ces personnes sans emploi ont une plus faible estime de soi, des niveaux de dépression et d'affect négatifs qui sont beaucoup plus élevés, donc estime de soi plus faible et niveau de dépression plus élevé donc chez les personnes sans emploi que chez les personnes qui travaillent. Donc, moi, je vais dire, oui, c'est super, donc le travail participe à la santé. Mais évidemment, en psycho, rien n'est jamais simple. Il y a toujours des mais, parce que l'individu est complexe et tout ce à quoi il doit faire face est complexe, y compris son environnement. On sait clairement que le travail peut aussi nuire à la santé. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et quand je vois justement différents graphes qui ont été montrés avant mon intervention, clairement, on voit plutôt que le travail semble nuire à la santé des personnes qui participent ici ce soir. Je ne vais pas aller trop sur les chiffres, mais effectivement, quand on les regarde, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en incapacité de travail et que ces incapacités augmentent finalement au fil des années et que les incapacités ayant pour raison des troubles mentaux courants, alors troubles mentaux courants c'est quoi? C'est tout ce qui concerne les troubles anxieux, la dépression et le burn-out, sont clairement en hausse, tout comme les troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui concerne aussi la posture, sont aussi en hausse depuis de nombreuses années. Et donc, j'en viens à finalement quelque chose d'assez nuancé. Le travail, c'est la santé, bien sûr, mais il y a certaines conditions et nous allons voir ensemble maintenant quelles sont ces conditions exactement. Parce qu'il faut savoir que quand on commence son travail, finalement, en général, tous les travailleurs ont commencé un nouveau job au début de leur carrière avec un relatif enthousiasme. Alors, je ne peux pas faire une généralité, mais ce qu'on observe dans la littérature, c'est que c'est souvent cette espèce de lune de miel, de grande source d'inspiration
parfois surinvestissement qu'on peut avoir même dans le travail tout au début, parce qu'il y a une grande motivation, c'est quelque chose de nouveau, on a envie d'apporter quelque chose à l'entreprise ou à nos bénéficiaires, enfin, on a envie d'apporter quelque chose, donc il y a cet enthousiasme qui est très présent. Alors la bonne nouvelle, évidemment, parce qu'il y en a, c'est que cet enthousiasme peut durer toujours. Il peut durer toute notre carrière professionnelle, mais évidemment, il y a toujours des conditions. Et ces conditions sont globalement au nombre de 2. La première, c'est que l'individu reçoive les bénéfices qui sont là, à la hauteur de son investissement. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il y ait de la reconnaissance. La reconnaissance de ses supérieurs, la reconnaissance de ses collègues, bref, de son entreprise, et aussi parfois la reconnaissance de ses bénéficiaires en disant, tiens, voilà à quoi ça sert, et j'ai un merci finalement des personnes pour lesquelles ou avec lesquelles je travaille. Donc ça, c'est la première condition, bénéfice à la hauteur de mon investissement. Deuxième, c'est que je puisse atteindre mes objectifs. C'est-à-dire que si j'ai des objectifs, si je me mets des objectifs sur une année ou sur plusieurs années, il faut qu'on me donne les moyens pour les atteindre tout simplement, parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. Demain, on peut me donner un projet, mais si on ne me donne pas les moyens pour réaliser ce projet, je n'arriverai pas à valider ou en tout cas valider cet objectif et arriver au bout de mon objectif. Donc, ça va générer justement ce qu'on voit de la stagnation. Donc, je vous disais, l'investissement peut durer toujours, mais si je n'ai pas les bénéfices liés à mon investissement, donc pas de reconnaissance, et si je ne parviens pas à atteindre mes objectifs, je vais stagner dans ma carrière professionnelle, je fais du surplace. Et le surplace n'est jamais bon, il amène à un moment donné à un sentiment de frustration. C'est-à-dire, je me dis, à quoi bon? À quoi bon je fais tout ça? Pourquoi j'ai investi autant alors que j'en suis là aujourd'hui? Et donc, je commence à avoir des doutes sur mon travail. Alors, quand on est dans la frustration, on commence un peu à faire des sortes de chantage avec soi-même en se disant, tiens, mais si j'ai par exemple un horaire plus flexible, alors ça devrait aller mieux. Ah, mais si je change d'équipe, alors ça devrait aller mieux. Ou si je fais plus de télétravail, ça devrait aller mieux. Alors peut-être, parce qu'effectivement, on peut toujours revenir à l'investissement, que ce soit dans la stagnation ou la frustration. Peut-être qu'en changeant d'équipe, je vais de nouveau avoir de la reconnaissance et je vais pouvoir atteindre mes objectifs et ce sera super, mais peut-être pas. Et parce que ça ne changera finalement rien ou plus rien. Et à ce moment-là, je vais vers la démoralisation où là, clairement, le travailleur a perdu le sens de son travail, il ne voit plus du tout l'utilité de son travail, il ne trouve pas de plaisir et commence ici clairement le burn-out. Alors, il existe plusieurs catégories de facteurs de risque du burn-out. Je vais les passer en revue avec vous rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, à gauche, on a tous les facteurs plutôt sociétaux. Au centre, c'est les facteurs liés à l'organisation dans laquelle je travaille, l'entreprise, l'école, etc. Et à droite, c'est plutôt les facteurs personnels, individuels du travailleur en tant que tel. Alors, concernant les facteurs sociétaux, on a peu de prise en tant que travailleur dessus et en tant qu'entreprise également, mais c'est important de les connaître et de les comprendre pour voir quel impact ils ont sur nous en tant que travailleurs par rapport à notre bien-être. Alors, il y a évidemment tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Alors, c'est fantastique parce que ça peut nous simplifier la vie, mais il y a évidemment une contrepartie à cette nouvelle technologie, c'est que souvent je suis submergée en fait d'informations et parfois, par exemple, bêtement, la gestion des mails est prioritaire par rapport à mes tâches. Ne fût-ce que ça. Et on va parfois souvent s'envoyer un mail plutôt que d'aller voir son collègue qui est dans le bureau juste à côté et en même temps, je veux dire, tisser ou contribuer à notre lien social. Donc, le problème des nouvelles technologies, ils sont multiples, ici j'en cite quelques-uns, donc moins de liens sociaux, plus parfois un bouleversement
dans les priorités avec mes tâches passent en second lieu parce que je suis submergée de mails. D'ailleurs, j'ai parfois eu des patients qui me disaient, mais en fait, moi, le dimanche soir, je commence à trier ma centaine de mails parce que je veux prendre de l'avance pour le lundi. Bah, c'est le dimanche, t'es en congé, donc c'est bizarre. Mais bon, j'entends que c'est une pratique qui se fait. Donc, il y a vraiment cette surcharge d'informations via les mails ou d'autres technologies. Alors, il y a aussi évidemment une pression économique où finalement le capital humain et le travail de qualité sont souvent balayés au profit du profit, au détriment plutôt, pour le profit, si je peux dire, avec une délocalisation de la main-d'œuvre et donc beaucoup d'insécurité pour les travailleurs. Les structures familiales ont changé. Hommes et femmes travaillent tous les deux aujourd'hui pour subvenir aux besoins de la famille, ce qui peut parfois aussi créer une surcharge de partout, je dirais, tant dans la structure familiale que dans la structure professionnelle. Il y a une augmentation aussi des familles monoparentales qui gèrent tout, donc les parents solos qui doivent gérer les enfants, plus un horaire de travail assez compliqué. Et en plus de ça, parfois avec la nécessité de s'occuper de ses parents à soi. Hein, on est adulte, mais on a aussi ses parents à soi qui deviennent âgés et qui ont parfois besoin d'aides diverses. Et donc, on peut avoir des conflits de rôle, justement. Ça, c'est le facteur de risque, c'est-à-dire je ne peux pas être en fait partout. Donc, si je fais bien mon travail, je suis moins à la maison ou moins présente pour mes parents, ou si je suis présente à la maison, je ne peux peut-être pas avoir la carrière professionnelle. Donc, on est comme ça tout le temps pris dans des conflits, ce qui est très difficile, évidemment. Alors, il y a l'individualisme, où il y a parfois peu de solidarité finalement dans les entreprises, peu de soutien social avec les collègues où c'est un peu chacun pour soi. Et alors, mobilité au sein des grandes villes, c'est-à-dire que parfois on arrive au travail déjà très fatigué, tout simplement parce que on a eu 1h30 d'embouteillage et c'est assez compliqué de se déplacer entre d'une part la maison et d'autre part le lieu de travail. Je vous disais, on a peu de prise en tant que travailleur sur ces facteurs-là, mais en prendre conscience sur quel est l'impact de ceci sur moi, c'est important. Parce que si par exemple la mobilité est quelque chose qui, moi, travailleur, me fait souffrir beaucoup, pourquoi ne pas envisager un travail ailleurs ou négocier plus de temps de télétravail? C'est des choses qui sont possibles. Alors, concernant les facteurs organisationnels, il y a tout d'abord l'organisation du travail qui comprend à la fois mes objectifs, donc le rôle, ma fonction, mes objectifs, mes tâches, ma responsabilité, l'autonomie que je peux avoir, le contrôle que je peux avoir dans ce que je fais, ou alors mon travail est finalement décidé par quelqu'un d'autre et j'ai pas grand-chose ou peu à dire, la reconnaissance, par le biais aussi du leadership et la qualité du leadership, c'est très important. L'adéquation entre mes valeurs personnelles et les valeurs organisationnelles. On a parfois des personnes qui ne se retrouvent plus dans les valeurs de leur entreprise parce qu'elles trouvent que justement le capital humain a été délaissé au profit d'autres priorités. Le contenu du travail, c'est tout ce qui concerne la charge de travail et le sens que je peux trouver dans mon travail, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Les conditions de travail, c'est-à-dire est-ce que j'ai une possibilité d'apprendre, est-ce que j'ai une possibilité de me développer, est-ce que j'ai une possibilité de carrière, est-ce qu'il existe une certaine flexibilité dans les horaires justement pour pouvoir aussi trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, la sécurité de l'emploi, super important. Et moi, j'ai dit sécurité, plus je suis à risque de stress et de burn-out. Les relations interpersonnelles, on est des êtres humains, je dis toujours à mes étudiants, mais nous sommes des êtres grégaires, donc on a tout simplement besoin
de relations sociales, de tisser des liens avec les autres, et on souffre mais quand ces relations justement ne sont pas de qualité. Donc, est-ce que j'ai des relations de qualité avec ma hiérarchie, mon supérieur, mes collègues? Et si oui, ben, c'est un facteur de protection. Sinon, c'est un facteur de risque. Clairement, on sait combien les conflits interpersonnels au travail sont vraiment très nocifs pour le bien-être. La communication, est-ce que on est dans une communication plutôt relativement, je veux dire, transparente, ou que du contraire, rien ne se dit. Voilà, il y a peu d'informations qui circulent, et donc on ne sait pas ce qui se passe. On l'apprend parfois par le biais des médias. Ça, c'est vraiment pas très bon en fait pour le bien-être du travailleur. Et enfin, les conditions de vie au travail concernent l'environnement physique, c'est-à-dire quid du bruit, quid de l'éclairage, de l'équipement des locaux, la lumière, la température. Donc c'est plutôt le côté ergonomique aussi du travail. Alors, je vais enfin aller sur les variables personnelles. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres, finalement, d'avoir un burn-out. Notamment concernant les variables démographiques, les femmes sont plus à risque, tout simplement parce que ben, elles ont encore beaucoup le double rôle de s'occuper de la famille et avoir une carrière. Les jeunes, pas généralement les jeunes femmes, les jeunes gens sont plus à risque, tout simplement parce qu'ils ont moins d'expérience pour faire face à différentes situations de stress. Et les jeunes gens ont aussi plus de mal à concilier à la fois la vie de famille avec parfois des enfants en bas âge et la carrière professionnelle. Alors les célibataires sont plus à risque parce qu'ils ont moins la possibilité d'aller parler de leurs difficultés, de leur journée, que ce soit des chouettes choses ou des moins chouettes choses, avec leur conjoint. Donc ils ont moins de soutien social. Et enfin, un dernier facteur de risque qu'on trouve dans la littérature, c'est que les personnes qui ont une formation plus élevée sont plus à risque de burn-out. Pourquoi? Pas parce qu'elles ont une formation plus élevée, tout simplement parce qu'elles ont souvent un poste à responsabilité plus élevé. Alors, le perfectionnisme, clairement, est un facteur de risque. Donc, c'est des personnes qui ont justement des normes, des standards sur leur propre travail, parfois sur le travail de l'autre aussi, mais surtout sur leur propre travail très, très élevé. Donc, avant qu'elles soient contentes d'elles-mêmes, il faut beaucoup. Et elles ont en général une autocritique assez dure, enfin assez forte. Donc, elles ne vont pas tolérer l'erreur chez elles, pas spécialement chez les autres, mais chez elles. Elles vont s'en vouloir, elles vont culpabiliser quand elles font une erreur, ou quand elles trouvent qu'elles n'ont pas été assez performantes. Donc, voilà, ça c'est des facteurs qui montrent un peu le perfectionnisme. Le névrosisme, c'est la difficulté à gérer les émotions négatives. Donc, c'est des personnes, quand on a un névrosisme élevé, c'est un trait de personnalité, on a tendance à beaucoup plus, davantage ressentir de l'anxiété, de la déprime, de la culpabilité, de la colère. Alors, quand on a un névrosisme faible, on régule mieux ces émotions négatives, donc on a tendance à moins les ressentir. Ça veut pas dire qu'on n'en a pas, ça veut dire qu'on en a moins. Le locus of control, ça c'est ce qu'on appelle le lieu de contrôle, c'est-à-dire on a des personnes qui vont plutôt considérer qu'elles ont un certain contrôle sur l'environnement, sur les éléments de leur vie. Celles-là ont tendance à être moins à risque de burn-out, alors que quand le lieu de contrôle est externe, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas d'influence sur notre environnement, que on n'a pas de prise, on est plus à risque de burn-out parce qu'on ne sait tout simplement pas comment faire face aussi. Alors, concernant le style de vie, clairement, avoir une alimentation saine, avoir un bon sommeil, avoir des activités physiques et des loisirs nous protège, alors que l'absence d'un bon style de vie, d'une bonne hygiène de vie est un facteur de risque. Et concernant les événements de vie, si on vit des événements négatifs,
qui demandent, enfin des événements privés négatifs, qui demandent quelque part, je veux dire qu'on puisse du temps pour qu'on puisse concilier la vie privée et la vie professionnelle, ça peut être un facteur de risque si on a ces événements-là. Alors, tout dépend de l'entreprise dans laquelle on est. Si l'entreprise est plutôt soutenante en nous disant, écoute, là, tu vis quelque chose de difficile, prends du temps pour toi, c'est plus facile que si finalement l'entreprise ne montre pas beaucoup de flexibilité. Alors, j'avais un petit exercice pour vous, mais je vais poursuivre en fait, parce que comme on a commencé plus tard, j'ai un peu moins de temps, mais je vais pour réflexion, je vais peut-être vous proposer de vous repérer, vous l'avez déjà fait en fait, hein, pendant que j'ai décrit les différents facteurs de stress, vous avez certainement repéré les facteurs de stress, enfin les facteurs sociétaux qui sont à risque chez vous, les facteurs de votre entreprise qui sont à risque chez vous, et si vous étiez dans vos caractéristiques personnelles, si vous aviez des facteurs. Donc, je ne vais pas, je suis sûre que vous les avez déjà repérés, mais ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est finalement, quand je dépeins ce facteur de risque, on pourrait se dire, mon Dieu, on est tous foutus. Surtout que les facteurs société, je vous ai dit qu'on n'a pas beaucoup de prise et on sent bien qu'on est dans une société telle que je l'ai un peu décrite. Mais en fait, fort heureusement, le burn-out, c'est pas qu'une histoire de je cumule les facteurs de risque, c'est aussi je cumule l'absence de ressources. Et c'est là toute l'importance. C'est pas parce que j'ai des facteurs de risque que je vais d'office faire un burn-out. Si j'ai des ressources, en fait, je suis pas beaucoup moins, en tout cas, je suis moins à risque de burn-out, parce que tout est une histoire d'équilibre, en tout cas en psychologie, c'est souvent comme ça, entre d'une part ce qu'on appelle les exigences d'un emploi et d'autre part les ressources. Alors, si on n'a que des exigences, on est clairement à risque de burn-out, je ne vais pas vous mentir. Si on a des ressources qui viennent contrebalancer justement nos exigences professionnelles, c'est-à-dire notre surcharge de travail, les conflits interpersonnels, par exemple, les ressources, j'ai des super collègues, j'ai des super bénéficiaires, j'ai beaucoup d'autonomie dans mon travail, j'ai une flexibilité, je peux télétravailler. Donc, si j'ai des ressources, en fait, ça va contrebalancer le facteur de risque et je ne vais pas faire un burn-out ou je suis beaucoup moins à risque de le faire. Et donc, c'est ça que je mets ici à droite. Les exigences et tous les aspects du travail qui vont me demander un effort, que cet effort soit physique, soit mental, soit émotionnel. Émotionnel, par exemple, c'est typique chez les soignants. Au travers du soin qu'ils ont pour l'autre, ils vivent des situations extrêmement difficiles dont ils doivent gérer leurs émotions. On ne pleure pas avec son patient. On gère son émotion, même si on est extrêmement touché. Voilà, bête exemple. Les ressources, c'est tout ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. J'y reviens par rapport à l'enthousiasme et l'investissement. Réduisent les effets des exigences, donc ça vient contrebalancer, faire tampon. Et les ressources, c'est tout ce qui me permet de me développer, ma croissance personnelle. Et donc, s'il y a équilibre, tout va bien. S'il y a déséquilibre, alors si ce déséquilibre est momentané, c'est pas grave. Il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres. Dans la vie d'un travailleur, c'est normal. Mais le problème, et c'est ça que je mets ici en rouge, c'est trop de stresseurs trop longtemps. Si mon déséquilibre est chronique, à ce moment-là, je suis à risque de burn-out. Et donc ici, je voulais vous proposer un exercice dans lequel j'allais vous demander de réfléchir à vos ressources. Mais je vais passer déjà à slide suivant, en fait, qui n'est pas très... je pensais qu'il était plus lisible que ça. Je vais donc juste en venir à lire les différentes ressources avec vous, parce que les exigences, je vous les ai déjà dites dans ici mon premier slide, donc ça ne vaut pas la peine. Mais donc les ressources, il y a toutes les ressources sociales. Hein. Je vous ai dit, on est des agrégaires. Donc, soutien des collègues, soutien des supérieurs, une chouette ambiance dans l'équipe, une équipe qui est efficace, des rôles clairs. Chacun sait ce qu'il doit faire, à quel moment il sait sur qui il peut compter pour faire notre tâche. Il y a de la reconnaissance, on a un merci, on sent l'utilité, ça c'est super. Il y a les ressources du travail.
Par exemple, majoritairement, c'est l'autonomie. Si j'ai de l'autonomie, j'ai de la flexibilité, j'ai la possibilité de me former, j'ai les moyens pour arriver à atteindre mes objectifs, j'ai les compétences. Donc, j'ai des compétences que je peux utiliser. Je vous disais tout à l'heure, on a un potentiel qui demande qu'à être exprimé. Mon travail me le permet. C'est une ressource personnelle. Même si j'ai des challenges, même si c'est difficile par moment, je peux me développer. Oh, je ne comprends pas. C'est ma montre qui se m'enroule, désolée. Donc, disponibilité des outils, utilisation des compétences, oui. Et si, évidemment, je n'ai pas des compétences et qu'on me laisse le temps aussi pour les développer, qu'on me propose une formation, donc c'est aussi avoir un panel de formation, d'apprentissage. Et alors, il y a voilà, les ressources développementales, recevoir du feedback, évidemment du feedback constructif, avoir une perspective de carrière, avoir une communication claire, avoir un salaire juste par rapport à ce qu'on fait. Donc, il y a un ensemble de ressources professionnelles et puis il y a des ressources personnelles. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous disais plutôt les facteurs de risque, mais si je prends voilà, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est optimiste, qui est flexible, qui sait mettre ses limites, qui est proactif, qui a une certaine forme de résilience, qui a envie de se développer, c'est des facteurs de protection, évidemment, alors que je vous ai parlé tout à l'heure des facteurs de risque, je ne vais pas y revenir. Et donc, j'en viens maintenant à ma deuxième partie, qui est, mais OK, maintenant on sait, voilà, facteurs de risque, balance entre, d'une part, des exigences et d'autre part des ressources. Et donc, comment faire? Alors, je vais revenir d'abord à la définition de la santé mentale et deux autres éléments qui sont super importants. Donc, je vous ai dit que la santé mentale, c'était un état de bien-être mental qui permet aux personnes de faire face au stress de la vie. Je vais y revenir et contribuer à la communauté, je vais y revenir aussi. Donc là, on va quitter un peu la sphère professionnelle, on va prendre la vie dans son sens global. Je vous emmène avec moi en voyage. Alors, il faut savoir que, de nouveau, ne pensez pas que je suis quelqu'un de pessimiste parce que c'est tout sauf ça. Les personnes qui me connaissent bien le savent. Chaque individu va rencontrer des difficultés dans sa vie. Ça fait partie. Et donc, j'ai mis ici quelques images d'événements de vie négatifs, mais donc les épreuves, les doutes, le stress, ça fait partie de la vie. On ne sait pas y échapper. J'ai parfois eu des patients qui me disaient Stéphanie, moi, je veux une vie sans stress. Je leur dis, ça n'existe pas. À partir du moment où vous sortez de chez vous pour aller chercher votre pain, il y a du stress, il y a la pollution, il y a du bruit. Peut-être que vous allez avoir votre voisine Gertrude que vous n'avez pas envie de voir qui va vous dire bonjour. Peut-être que vous allez recevoir un appel. Peut-être que votre pain, ce ne sera pas celui que vous voulez. Donc, il y a du stress, en fait, tout le temps. Mais tout dépend de comment on y fait face. Tout dépend de l'importance qu'on donne aussi aux événements. Et donc, on a toujours la possibilité de relativiser, d'être flexible mentalement aussi par rapport. Voilà, ça ne se passe pas. Enfin, je ne connais pas une vie qui s'est passée comme la personne l'avait prévu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a toujours des moments compliqués dans une vie. Et fort heureusement, il y a plein de moments qui sont magnifiques aussi. Et donc, c'est aussi profiter de ces moments-là. Et donc, un signe de santé mentale, c'est de trouver et d'utiliser les ressources quand on vit des événements difficiles, de vie difficiles, que ce soit des ressources personnelles, où j'en viens justement à mon deuxième point, c'est aussi, on a plein de gens autour de nous qui demandent que ça, finalement, c'est peut-être de nous écouter, de nous aider, de pleurer ensemble, de rire ensemble. Et donc, on a aussi envie de œuvrer pour les autres, d'aider les autres, et que les autres puissent aussi nous aider dans des moments. Et donc, c'est ça que je dis, œuvrer pour et avec les autres donne du sens à la vie d'un individu. On a tous besoin d'être avec les autres et d'aider les autres. Alors maintenant, je vais quand même faire une micro-pause avec vous et je vais vous demander de vous poser et de nommer 7 domaines, pas spécialement de travail, ça peut l'être, mais ce n'est pas obligé, qui donnent pour vous du sens
à votre vie. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un loisir, même un loisir complètement loufoque, rare, que vous partagez avec personne. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, votre famille, des amis, la fête, le travail, tout est bon. Donc, je vous invite à les noter. Moi, je bois un peu d'eau. Et une fois que vous les avez notés, vous allez remplir juste à côté, donc vous écrivez votre domaine, les 7 domaines, et après, par rapport à chacun, vous allez noter votre niveau de satisfaction. Donc, imaginons le domaine 1. Vous avez mis, je ne sais pas moi, le tennis, parce que vous adorez jouer au tennis avec vos amis le jeudi soir. Ben, pas aujourd'hui, mais le jeudi soir, ben, imaginons que vous mettez ça, ben, vous allez noter à quel point vous êtes insatisfait, -3, -2, -1, moyennement satisfait 0, ou très satisfait 1, 2 ou 3. Donc ça, vous allez faire pour chaque domaine. Et ensuite, vous allez indiquer à quel point le domaine est important pour vous. Et en ne donnant pas la même importance à tous les domaines. Donc, imaginons que vous avez 7 domaines, le tennis, le travail en 2, en 3, vous indiquez la famille, et bien, vous allez donner après le degré d'importance. Peut-être que la famille, ce sera 7, que le tennis, ce sera finalement 4, le travail 6. Je vous laisse noter ça. Et puis, je vous dirai finalement comment moi j'utilise ce questionnaire, qui est un questionnaire validé. Je crois que j'ai oublié de mettre les auteurs. Voilà, logiquement, vous avez un peu avancé. Alors, comment moi j'utilise les résultats? C'est que un domaine qui est important, imaginons que vous ayez mis au tennis 6-7, donc dans le domaine 1, et que vous êtes insatisfait à -3, -2, voire -1, là je vais me dire, vous n'êtes pas bien. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est jugé comme étant très important et que vous n'êtes pas satisfait. Ça veut dire que là, il y a quelque chose à travailler pour soit diminuer l'importance en se disant, mais non, finalement, en fait, le tennis, maintenant, depuis que j'ai mes enfants, moi, c'est plus si important que ça. Donc, le fait que je ne suis pas satisfaite d'aller tous les jeudis avec mes copines jouer au tennis, c'est pas grave. J'en souffre pas. Donc, soit je diminue l'importance, mais ça, on ne sait pas toujours la diminuer. Hein. Vous n'allez pas diminuer l'importance de votre famille, je vous le dis déjà. Soit vous allez devoir réfléchir à comment je peux, moi, augmenter ma satisfaction. Est-ce que c'est d'office bloqué dans l'agenda, me forcer à y aller, retrouver de nouvelles copines parce que les anciennes ne jouent plus, que sais-je? Et donc, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer ma satisfaction dans ce domaine-là qui est super important. Mais non, entendons-nous bien, si vous avez mis que vous étiez satisfait à -1 pour le tennis et qu'en fait c'est important à 2, ce n'est pas dramatique. Vous n'allez pas être en souffrance. La souffrance psychologique, c'est quand je suis très très important pour moi et je ne suis pas du tout satisfait. Là, il faut faire quelque chose assez rapidement. Donc c'est comme ça que moi j'utilise le test et je prends vraiment le temps de faire avec mes patients. Alors, allons maintenant sur le sens, parce que en fait, c'est un questionnaire qui est utilisé pour mesurer le sens dans la vie d'un individu, même si c'est sous forme de questions ouvertes. Alors, quand on regarde justement quelles sont les sources de sens dans la vie d'une personne, ben, la première source de sens, c'est soi.
ça peut paraître bizarre, mais parce que je vous dis, on est des êtres grégaires, altruistes, tout ce qu'on veut, oui. Mais pourtant, le sens commence par soi, mais vous allez voir, il ne se termine jamais avec soi. Alors, en quoi le sens commence par soi? C'est que, sans doute, si maintenant je prenais les réponses des quelques centaines de personnes qui sont, qui sont ici ce soir, mais on n'aurait pas tous les mêmes domaines. Certains ont remis du sport, d'autres pas du tout, d'autres ont remis le chocolat, ou que sais-je. Donc, on n'a pas les mêmes domaines. Et donc, la première chose, c'est de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui me fait du bien à moi, qu'est-ce que j'aime, parce que ce que j'aime, ce qui fait sens pour moi, c'est pas ce qui fait sens à ma fameuse voisine Gertrude. Donc, c'est important de se connaître. Donc, à la base du sens, il y a soi. Puis, évidemment, les autres, un autre type de source de sens, une autre source de sens, c'est les relations interpersonnelles. Donc, les relations que j'ai avec ma famille, mes amis, les voisins, les collègues, etc. Ensuite, une troisième source de sens, c'est tout ce qui concerne l'action. Alors, parce que ce n'est pas juste philosophique, en fait, le sens. J'ai besoin aussi de faire des choses concrètement pour avoir du sens dans ma vie. Et donc, l'action, c'est l'action par quoi? Le travail. Donc, clairement, en tout cas, la littérature est assez unanime là-dessus, avoir du sens dans son travail peut donner du sens à sa vie. Pour autant qu'on ait ce fameux équilibre. Une autre source de sens dans l'action, c'est tout ce qui est la créativité. Donc, l'être humain aime bien créer aussi de ses deux mains, créer des modèles théoriques ou peu importe, mais créer. Et comme je disais, le sens ne s'arrête pas à soi. L'engagement pour quelque chose de plus grand que ce soit l'environnement ou un groupe de personnes ou un groupe social, mais s'engager dans quelque chose, donne énormément de sens. Donc, s'engager dans une cause donne énormément de sens à la vie d'un individu. Donc, on peut trouver du sens finalement par plein de choses. Alors, comme je vous ai dit que le travail pouvait donner du sens à la vie, je vais aussi voir avec vous, mais c'est quoi le sens du travail? Alors, le sens du travail, c'est une histoire de perception. C'est-à-dire que moi, même si je suis spécialiste en termes de recherche dans le sens du travail, jamais je pourrais dire, mais tiens, tel travail a du sens et tel job n'a pas de sens. D'accord? Je ne pourrais pas dire, mais tiens, je ne sais pas moi, quelqu'un qui serait médecin a du sens dans son travail a du sens, et quelqu'un qui a peut-être qui est dans un emploi administratif, ça n'a pas de sens. Non, il n'y a personne, ça c'est pas le sens du travail. Le sens du travail, en fait, c'est une perception, donc c'est toujours subjectif. C'est un individu qui va considérer, ben oui, mon travail a du sens pour moi, parce qu'il permet justement, si je reviens en arrière, de me réaliser, d'être en accord avec qui je suis, de créer, etc. Ou ben non, en fait, mon travail n'a pas de sens pour moi, j'en vois pas l'utilité, je vois pas l'utilité, à quoi ça sert, pour qui ça sert, et je ne m'accomplis pas dedans, d'accord? Donc, c'est une perception de son travail comme étant significatif, valable, utile. Le travail acquiert du sens lorsqu'il est important pour l'individu et qu'il voit où on va, on est dans cette idée d'objectif et de direction. Et comme je vous disais, souvent, ça passe par une bonne compréhension de soi, et de sa place dans son entreprise, dans son organisation. Alors, pourquoi le sens du travail est important? Alors, certes, parce qu'il permet d'acquérir des biens matériels et d'accéder à un certain niveau de vie, mais aussi exprimer ses capacités, ses aptitudes et se réaliser, je vous l'ai déjà dit, être au service des autres et utile, je vous l'ai déjà dit, avoir des relations sociales, je vous l'ai déjà dit, et donner un sens à sa vie, je vous l'ai déjà dit, mais ça me permettait de récapituler. Parce qu'il y a une petite subtilité aussi, que parfois, et on peut être entre deux feux, en fait, on distingue dans la littérature le sens du travail et le sens au travail. Alors, l'idée, c'est que l'identité, donc le sens pourquoi je suis ici, l'identité est influencée parce que la personne fait dans son travail, donc qu'est-ce que je fais, son rôle, mais aussi par les relations qu'elle a dans son travail. Et donc, le sens du travail, c'est tout ce qui concerne mes tâches et mes activités, qui sont liées à mon rôle et ma fonction, alors que le sens au travail, finalement,
c'est toutes les relations que j'entretiens avec mes supérieurs, mes collaborateurs, mes bénéficiaires et mes collègues. Et donc, on se retrouve parfois avec des situations bien difficiles. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir chez mes patients. Si j'ai les deux, bonheur. Franchement, restez. Si vous avez les deux, restez là où vous êtes parce que c'est super. Mais le problème, alors, si vous n'en avez aucun, en général, vous allez démissionner de l'un ou enfin, vous allez en général démissionner, partir, à moins qu'il y ait des raisons purement financières, et c'est tout à fait acceptable. Enfin, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, c'est tout à fait OK. Mais sinon, on a tendance en fait à partir. Mais on a en fait des personnes qui, d'une part, disent « Ah, moi, j'adore ce que je fais, mais quelle ambiance pourrie au travail, je déteste ». Ou alors, on en a d'autres qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai des top collègues, mais je déteste ce que je fais, je m'ennuie, ça n'a pas de sens, c'est débile, enfin, on a un peu de tout. » Et c'est pour cette personne-là que c'est le plus compliqué, en fait, où j'ai l'un, mais pas l'autre. Et on se dit « Oui, mais si je pars, est-ce que je vais trouver mieux ailleurs ?» Et ça maintient, en fait, l'individu qui n'est pas super bien dans un certain immobilisme. Ah bien, mon chat qui se manifeste. Désolée. Mais donc, il y a peut-être du sens dans mon travail. Dans son travail. Mais donc, voilà, si j'ai les deux, c'est super. Si j'ai aucun des deux, je pars. Mais quand j'ai l'un ou l'autre, je suis dans un vrai dilemme. Et ça, il faut être accompagné à ce moment-là parce que peut-être que finalement, les relations sociales sont vraiment très, très importantes pour vous. Et donc, si vous n'avez pas de sens au travail, ça va être compliqué. Ou alors, pour vous, ce n'est pas super important. Le plus important, c'est de faire ce que vous aimez faire. Et à ce moment-là, de nouveau, vous allez trouver du sens. Ça va aller, en fait. Dans l'équilibre global, ça va aller. Donc, c'est important aussi de se poser ces questions-là par rapport au sens. Et donc, voilà, ici, on a finalement les caractéristiques, mais je les ai déjà vues par ailleurs, parce que les modèles, finalement, se retrouvent, hein, mais il y a différentes caractéristiques du sens du travail, donc c'est clairement l'utilité sociale. Faire un travail qui est moralement justifiable, ça, on n'insiste jamais assez, mais quand on n'est pas en accord avec les valeurs de son rôle, de son entreprise, on n'y arrive pas, c'est pas possible, parce que on ne peut pas changer nos valeurs personnelles. Si vous avez des valeurs humaines très fortes et qu'on vous dit en fait il n'y a que le business qui compte et l'être humain on s'en fout, ça ne va pas aller en fait, parce que vous ne savez pas, on ne sait pas mettre nos valeurs de côté. On sait stopper un comportement, mais on ne sait pas stopper une valeur en fait. C'est trop identitaire une valeur. Donc la rectitude morale est importante. Comme je vous ai dit, on adore apprendre, donc avoir un travail où on peut continuer à se développer, se former, c'est super important. Avoir de l'autonomie, donc juste pouvoir décider ce qu'on fait dans notre travail. Et ça, on voit souvent chez les institutrices qui, je vais sortir mon chat, je suis désolée, mais sinon ça ne va pas aller. Donc les institutrices qui disent finalement, j'ai pas beaucoup d'autonomie dans mon travail parce que le programme a finalement été décidé par des personnes externes, mais qui n'ont jamais eu de classe avec des enfants qui ont plein de besoins spécifiques différents et qui ne sont pas les mêmes. Et donc, je ne parviens pas, donc je n'ai pas mon mot à dire. Et quand on n'a pas son mot à dire, on perd du sens dans son travail. Et alors, la qualité de relation, je viens de l'expliquer avec le concept du sens au travail. Alors, pour trouver justement un équilibre, j'aime beaucoup ce modèle qui est néo-zélandais, pour dire, mais en fait, on a besoin aussi de circuler finalement entre différentes sources de sens dans son travail. Alors, je vous ai parlé de l'unité avec les autres, c'est-à-dire avoir des chouettes relations avec les collègues, avoir un but commun, des valeurs communes, pouvoir discuter, avoir un sentiment d'appartenance. Et ça se perd aujourd'hui dans les entreprises. Et c'est super important justement de continuer à développer ou à nourrir en fait cette unité avec les autres. Mais il y a 3 autres. Donc, alors, service aux autres, ça c'est ce qu'on fait, hein, tout simplement, on ne fait pas tout simplement, mais faire la différence, apporter notre contribution à nos bénéficiaires ou à l'environnement, enfin quelque chose de... enfin, c'est tout ce qu'on fait finalement. Oui, je vais dire travailler pour une cause transcendante, ça c'est servir les autres. Mais ça, on est dans des sources de sens, les autres. Mais c'est important aussi d'aller de temps en temps vers soi. Donc,
prendre soin de soi, justement, c'est donner du sens aussi à son travail. Je m'explique. Si je prends exprimer pleinement son potentiel, ben, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on a tous une créativité, on a tous du talent pour notre travail ou en dehors de notre travail, qui ne demande qu'à être exprimé. Et c'est clair que si on passe trop de temps à travailler pour les autres et pas du tout du temps à travailler au service des autres, hein, et pas du tout du temps à, mais tiens, moi j'aime bien créer des modèles ou j'aime bien travailler l'esthétique de mes présentations, imaginons, si je n'ai pas du temps pour ça, ben, je vais manquer de sens dans mon travail. Parce qu'il faut circuler en fait entre les 4 sources de sens, donc être au service aux autres, oui, mais aussi ben, réaliser des chouettes choses, atteindre un objectif qu'on s'était fixé depuis longtemps, peut-être, par exemple, ah ben tiens, moi je voulais améliorer mon néerlandais, et ben, je réalise ça aujourd'hui parce que je prends des cours, c'est chouette, et je vois bien que dans mes interactions, je parle mieux néerlandais avec mes collègues, donc on a besoin de ça, d'exprimer ce potentiel-là. Donc en réalisant des choses, en créant des nouvelles choses, parfois en influençant aussi une décision, un projet, donc voir qu'on a aussi qu'on amène notre pierre à l'édifice, et super important, développer et devenir soi. Donc ça, c'est suivre des formations, être authentique, connaître ses valeurs, comme vous faites ce soir, logiquement, c'est ce que vous faites dans le cas de se développer et devenir soi. Donc c'est une source de sens au travail, du travail, si je puis dire. Et donc ici, ce que les auteurs ont mis en évidence, ce sont un chouette livre et plusieurs articles scientifiques, disent le problème du burn-out, c'est quand on est beaucoup trop dans le service aux autres et qu'on ne passe pas assez de temps dans les autres sphères de sources de sens, c'est-à-dire on ne passe pas assez de temps avec soi, que ce soit pour se réaliser ou tout simplement apprendre, se poser, faire le point sur ce qui nous fait du bien, sur ce qu'on voudrait. Donc, vraiment un peu du slow, quoi. Et ça, on ne le fait pas assez. Et donc, si on ne trouve pas de sens à son travail, si vous constatez ce soir, en fait, que effectivement, c'est compliqué pour vous, alors ce n'est pas un risque de burn-out. Burn-out, c'est vraiment lié à une surcharge, l'absence de sens, de plus se retrouver les valeurs, etc. C'est plutôt le brown out. Alors on le voit plus, mais on le voit apparaître aujourd'hui dans la littérature. Et donc c'est la démotivation qui est induite par une perte de sens dans son travail. Et donc c'est quand on fait des choses finalement qu'on considère comme étant vide de sens, sans utilité, et on se sent coincé littéralement dans son entreprise, dans son système dans lequel on ne se retrouve pas. Et c'est là aussi que tout vient de la question de la réorientation professionnelle, mais que je ne vais pas aborder avec vous ce soir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du sens dans son travail, fort heureusement. Il y a tout ce qui concerne les loisirs, parce que le sens de la vie peut se trouver fort heureusement ailleurs que le travail. Et les loisirs sont super importants pour la réalisation de soi et la récupération au travail. Donc, alors ça, je vais vous laisser les noter et vous allez faire après ma présentation pour vous-même. C'est toujours ce que j'ai demandé à tous mes patients au premier rendez-vous que j'avais avec eux, c'est « mais qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du travail ?» J'ai parfois des personnes qui m'ont répondu « mais je ne sais pas ». Très bien, on va alors explorer ça ensemble. Et donc, c'est des petites choses de la vie quotidienne, prendre un truc que j'adore, je vais conduire mes enfants, et puis je reviens et je prends un thé avant de m'installer et de commencer ma journée de travail. C'est une petite chose qui ne me coûte pas grand-chose, mais qui me fait un bien fou. Alors, ça peut être écouter de la musique, ça peut être courir. J'ai des choses de la vie quotidienne qui sont tout à fait accessibles et super importantes pour votre équilibre durable, justement. Et puis, il y a des choses moins fréquentes, parce que c'est moins facile à faire, parce que soit c'est plus coûteux au niveau financier, et où, voilà, quand on prend notamment, on a parfois moins le temps de faire certaines choses, un city trip, que sais-je, moi, aller au restaurant avec une amie, prendre un lunch, faire une journée shopping, une journée sauna, hammam, bien-être, que sais-je, massage. Donc, c'est toutes ces choses-là, mais qu'il faut faire. Enfin, qu'il faut faire. Qu'on aime bien faire, qu'on ne fait peut-être pas assez,
Et puis alors, le dernier point que je demandais toujours, c'était ma bucket list, c'est-à-dire toutes les choses que je veux faire avant de mourir, sauter en parachute, visiter tel ou tel pays, telle ou telle ville, peu importe. Et ce que je demandais ensuite à mes patients, c'était, OK, comment on peut augmenter la fréquence de ces choses-là? Juste augmenter la fréquence des petites choses de la vie quotidienne, des choses moins fréquentes. Et ben, si vous avez des choses dans votre bucket list, pourquoi attendre 10 ans? Pourquoi pas les réaliser maintenant? Ou qu'est-ce que vous pouvez choisir dans cette liste que vous pourriez déjà faire dans un avenir proche de 1 an, 2 ans, mais pas attendre, quoi. La vie n'attend pas, hein, il file, on le voit souvent. Je voulais partager avec vous justement c'est quoi un loisir. Alors je vais vraiment les catégoriser rapidement pour qu'on puisse passer aux questions-réponses. Donc il y a les loisirs de détente qui sont purement relaxants en fait, qui ne demandent pas de compétences, qui ne demandent pas de connaissances, sont des activités accessibles, facilement accessibles. Regarder la télé, lire un chouette bouquin, un magazine, une BD, se prendre son thé, son chocolat chaud, voilà, toutes des choses très accessibles, très faciles. Là où un loisir sérieux, justement, donc les hobbies, l'amateurisme ou le bénévolat vont demander des compétences et des connaissances qu'on va devoir développer. C'est-à-dire que si demain, vous trouvez une passion pour le travail du bois, ben vous devrez peut-être faire une petite formation en ébénisterie auprès d'un ébéniste pour justement développer des compétences. Donc c'est ça le loisir sérieux. Ou si vous commencez à jouer aux échecs, vous allez probablement lire des livres d'échecs, de stratégie, parce que ça reste rarement en loisir de détente. Et enfin, les loisirs fondés sur un projet, que ce soit un projet unique ou occasionnel. Si par exemple vous décidez que dans 2 ans vous allez visiter le Japon, vous allez en fait aller lire plein de bouquins sur la thématique, soit de la culture japonaise, soit sur le pays, des choses qu'il y a à voir, à faire. Donc ça c'est unique. Mais ça va vous prendre du temps. Et c'est déjà partir en voyage finalement, de préparer son voyage, ou occasionnel, hein, si vous adorez les fêtes de Noël et que chaque année vous décorez votre maison en Noël, de nouveau ça va vous prendre du temps, ça va être chouette, vous allez réfléchir à vos décorations, etc. Donc on a ces différents types de loisirs et ce qui est parfait avec les loisirs, c'est qu'ils vont favoriser ce qu'on appelle en psychologie la récupération psychologique. Et la récupération, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un niveau de base, un niveau de contrainte de base. C'est-à-dire, je ne suis plus du tout stressée par rapport à mon travail. Et notamment avec la notion de détachement psychologique, que je vous expliquerai là tout de suite. Alors, les activités de récupération, il y en a autant que d'individus, mais il y a des différences intra-individuelles et inter-individuelles. Intra-individuel, ça veut dire que ce qui va me détendre moi n'est peut-être pas ce qui va détendre ma voisine Gertrude ou vous. C'est-à-dire que moi, mon histoire de thé, il y a certaines personnes à qui ça a peut-être parlé, d'autres qui disent rien du tout, je déteste le thé ou que sais-je. Donc c'est ça, il y a des différences, pardon, inter-individuelles, c'est on ne se ressemble pas, enfin on se ressemble sur certains points, mais pas surtout. Et intra-individuel, il y a des moments où certaines activités vont vous faire du bien et d'autres périodes de votre vie, pas du tout. C'est-à-dire que peut-être que l'hiver, regarder la télé, c'est quelque chose qui va vous permettre de récupérer, mais en été, ce sera plutôt aller boire un verre avec des copines ou des copains parce qu'il fait beau, vous avez envie de sortir. Alors que ça, en hiver, vous êtes en mode j'hiberne, il fait noir, je veux mettre mon plaid et être cosy chez moi. Et donc ça c'est... ça change, quoi. Il ne faut pas être rigide dans nos activités de récupération, il faut être flexible, justement. Alors, il y a 6 activités de récupération, mais qui rejoignent en fait ce que j'ai déjà dit, donc je vais aller assez vite. Relaxation, c'est vraiment, je me détends, il ne se passe rien. Donc, c'est les loisirs ici de détente. Et puis, le contrôle, ça rejoint justement les loisirs sérieux, à savoir que je vais devoir développer des compétences et des apprentissages. Mais du coup, ça va... et ça rejoint aussi c'est plutôt la maîtrise, c'est ça, les apprentissages et les compétences. Là où le contrôle, c'est le fait de pouvoir choisir son activité de loisir
avec qui je la fais, au moment où j'ai envie de la faire. Ce n'est pas imposé par l'extérieur. Donc la maîtrise, c'est les apprentissages et les compétences. Mais l'avantage, enfin, je peux poursuivre, hein, donc, j'ai déjà dit, on sait que les loisirs donnent du sens à la vie de l'individu. Les loisirs permettent aussi de rencontrer d'autres personnes. Je vous ai dit ça pour le travail, mais c'est vrai aussi pour les loisirs. Et fatalement, vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Si vous adorez faire du scrapbooking, ben vous allez rencontrer des personnes qui font du scrapbooking, qui ont peut-être une certaine notion de créativité, etc., comme vous. Donc, on va s'affilier avec des personnes qui nous ressemblent par l'intermédiaire des loisirs. Et tout ça pour dire que quand je suis dans mon loisir, en fait, je ne pense pas au travail. Et j'en viens avec cette notion de détachement psychologique qui est essentielle, en fait, pour récupérer du travail. C'est qu'à un moment donné, j'arrête juste de penser au travail et d'être au travail. Parce que ça, j'ai souvent fait avec mes patients. Je leur dis, tiens, vous travaillez combien d'heures par semaine? Alors, ils me trouvaient effectivement un nombre d'heures relativement raisonnable. Je leur disais, oui, mais si je compte, si je vous demande maintenant la même question, mais en comptant les heures où vous pensez à penser, et que vous passez à penser à votre travail, alors là, on avait des scores qui explosaient. Pourquoi? Parce qu'on rumine par rapport au travail. Et ça, c'est ça qu'il faut essayer d'arrêter. Facile à dire, vous avez vu. Mais donc, le détachement psychologique, c'est ne pas seulement uniquement être physiquement éloigné de son travail, c'est être mentalement, cesser de penser à son travail, se désengager cognitivement. Donc, concrètement, le loisir permet de faire ça. Parce que quand vous regardez Netflix, logiquement, vous ne pensez plus à votre travail. Quand vous lisez un chouette bouquin, vous ne pensez plus à votre travail. Quand vous êtes avec vos amis, logiquement, vous ne pensez plus à votre travail. Mais parfois, c'est compliqué, on peut quand même avoir des pop-up, enfin des pensées. C'est vraiment se dire, ici et maintenant, je ne sais rien faire. Ok, il y a eu un problème, peut-être technique, mais ok, mais vous ne savez rien faire. Vous serez demain au travail. Aujourd'hui, vous n'y êtes pas. Là, maintenant, ce soir, vous êtes ici. Demain, vous serez au travail. Donc, vous aurez le temps de résoudre ça demain. Comme pour les mails du dimanche soir. En fait, vous ouvrez déjà dans votre cerveau le travail, alors que le dimanche, il devrait rester fermé. Enfin, votre cerveau devrait se fermer au travail, et là, vous ouvrez déjà. Et c'est pour ça que moi, je déconseille souvent de travailler en dehors des heures, mais on se dit, oh, oui, mais comme ça, je m'avance pour demain. Mais non, parce qu'en fait, vous ouvrez potentiellement le fichier travail et tout ce qui est lié. Vous n'allez pas juste faire ça. D'ailleurs, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Je vais juste répondre à un mail. Mais non, parce qu'entre-temps, vous en recevez 10 et donc vous allez répondre à tout. Et donc, à ce moment-là, l'équilibre vie privée, vie professionnelle est compliqué parce que vous avez ouvert la boîte du travail. Donc, c'est la garder fermée un maximum. Les loisirs peuvent aider et le contrôle de ses pensées. Et on sait évidemment que les personnes qui ont du mal à se détacher psychologiquement ont plus de stress, etc. Dernier point avant de conclure. Donc, pour gérer son temps de travail, c'est aussi justement privilégier ce que je vous ai dit tout à l'heure, les activités de détente, parce qu'on a des activités qui se permettent une détente psychologique et physique très importante. C'est rien faire. Hein. En gros, c'est la sieste, Netflix, un bon bouquin, la petite tasse de thé, c'est sympa. Il y a des activités qui permettent de se détendre psychologiquement, mais pas physiquement. Donc, typiquement le sport ou les autres activités dont je parlais, les loisirs sérieux, parce que ça, en fait, ça va vous mobiliser. En tout cas, physiquement, vous allez vous fatiguer. Et donc, c'est super, hein, mais faire attention aussi d'avoir quand même des activités de glande pure et éviter de passer tout notre week-end à faire que des activités finalement qui procurent du stress. Moi, j'ai mis faire les courses parce que je déteste ça, mais si vous aimez faire des courses, alors peut-être que ça rentrera plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire des activités qui demandent de l'énergie physique, mais qui vont vous procurer une détente psychologique. Mais sinon, souvent, le week-end, en fait, on fait notre to-do list qui ne nous détend pas, ni physiquement, ni psychologiquement. Et c'est vrai que chez les personnes que moi, j'ai vues en consultation, j'avais des personnes qui avaient majoritairement, en fait, ce type de tâches en dehors du travail. Donc, c'est je ne me détends pas physiquement, je ne me détends pas psychologiquement. Et petit à petit, ce qu'on se faisait, c'était réintégrer justement les tâches où je me détends psychologiquement et physiquement et où je me détends aussi uniquement psychologiquement, donc typiquement le sport. D'autres choses. Voilà, j'ai été un peu vite parce que je voulais essayer de respecter votre sommeil pour en arriver à une conclusion. Et en fait, je n'ai pas de conclusion. Ce que moi, j'avais envie, c'est de vous laisser vous conclure avec finalement, avec quoi vous repartez ce soir
pour vous-même, ou peut-être pour votre équipe ou d'autres choses, que sais-je, mais avec quoi vous repartez de ce que vous avez entendu dans ce webinaire. Je m'arrête de parler. Voilà, mais merci beaucoup, Madame Delroisse, pour votre intervention qui était bien riche, claire et inspirante. Et on espère qu'elle va répondre à la situation, qu'elle va faire écho à la situation que nos participants vivent au quotidien. Alors, juste que j'ai oublié de préciser en introduction que les exercices que Madame Delroisse vous a soumis pendant son intervention, on pourra vous les transmettre également avec le mail qui contiendra le lien vers l'enregistrement. Donc, vous pourrez avoir encore l'occasion d'y revenir si vous en avez besoin. Et maintenant, on va peut-être passer un petit moment aux questions-réponses. Alors, si vous êtes prête, Madame Delroisse. Effectivement, on a eu plusieurs et pas mal de questions. Donc, mes collègues ont essayé de trier. Merci à elles d'avoir fait ce travail. Je vais vous poser une première question qui concerne… Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la partie individuelle. Qu'est-ce que l'individu pouvait faire à son niveau pour essayer de travailler au niveau du sens ou au niveau de sa santé mentale, de son bien-être mental et dans son rapport au travail. Mais il y a pas mal de questions qui ont tourné autour du qu'est-ce que l'employeur finalement lui aussi peut amener ou faire, ou est-ce que ce n'est que de l'ordre de la responsabilité individuelle? Effectivement, c'est une excellente question parce que donc, si je parle de burn-out et de stress au travail, il n'y a pas de responsabilité individuelle. Donc, en fait, on parle d'une co-interaction. C'est-à-dire que on voit bien, tous les employés dans une entreprise ne vont pas faire un burn-out et toutes les personnes peut-être qui souffriraient de perfectionnisme ou qui auraient des difficultés à réguler leurs émotions ne vont pas faire un burn-out. Donc, il faut vraiment cette interaction entre des conditions de travail néfastes et un individu qui va essayer quand même de maintenir la barre et de travailler et de s'investir un maximum. Donc, clairement, c'est une interaction. S'il n'y a pas cette interaction, il n'y a pas de burn-out. Hein. Et donc, je vais répondre un peu bêtement, parce que ça, je sais bien faire. C'est que, finalement, je reviens en arrière. Je suis trop revenue en arrière. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire? D'abord, écouter quelles sont les problématiques au sein de l'entreprise et renforcer les ressources. C'est de sa responsabilité de renforcer les ressources professionnelles. Ce n'est pas l'individu. On n'a pas juste besoin d'un travailleur optimiste, résilient, efficace, etc. Non, on a besoin d'une entreprise qui est attentive à ses employés, qui donne du temps pour le fait que les collègues puissent se parler, discuter ensemble, se soutenir l'un l'autre, parce que c'est ça que je vous disais par rapport à l'individualisme. On est souvent dans son coin, mais aussi parce qu'on n'a juste pas le temps. C'est pas qu'on est des êtres égoïstes, c'est parce qu'on n'a pas le temps peut-être de soutenir son collègue qui a des difficultés. On a oui, ça va aller, mais non, il faudrait pouvoir se poser. Le supérieur, c'est une personne essentielle en fait, que ce soit, ça c'est ce que je vois aussi avec le retour au travail, c'est une personne qui finalement connaît les tâches et le rôle de ses employés et peut peut-être à un moment donné distribuer les tâches différemment, voir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui nécessiterait peut-être d'autres moyens, des aménagements, etc. Donc j'ai envie de dire, l'entreprise a beaucoup de choses à mettre en place, un pouvoir assez important pour le bien-être de ses employés. Mais de nouveau, ce n'est pas aller plaquer des solutions non réfléchies. Quand je dis non réfléchies, c'est que il faut aller évidemment écouter les employés pour savoir mais qu'est-ce qui est problématique. Parce que bon, parfois on se dit tiens, on fait du team building, oui, mais c'est peut-être pas ça le problème. Si on fait du team building, mais qu'à côté de ça, il y a tout le temps une surcharge de travail et que en fait même le team building est compliqué parce que
on aurait préféré pouvoir avancer sur ses tâches, ça peut être plus un stress qu'autre chose, le team building. Donc, il faut d'abord écouter ses employés et puis, oui, il y a plein de solutions possibles. Ok, merci. Ok, merci beaucoup, Madame Delroze, pour cette réponse. Je vais encore peut-être vous poser une question. Ouais. C'était la question apparemment d'un jeune travailleur qui se demandait quels sont les facteurs, que ce soit d'ordre physique ou même lié à du bien-être, qui vont marquer qu'un burn-out s'annonce ou qu'on est en voie de s'en approcher. Quels sont un petit peu les facteurs auxquels on doit faire attention? Oui, oui, en fait, il y a dans la littérature, on a des signaux avant-coureurs. J'ai des slides quelque part, mais je ne sais pas. Enfin, oui, je vais les citer comme ça, sinon j'aurais pu. Ou je les mettrai à disposition en plus comme ça, quand vous mettrez à disposition les exercices, je pourrais les mettre à disposition. Il faut juste que je les retrouve, mais enfin, je sais où ils sont, mais le temps que je cherche. Par exemple, des problèmes de sommeil sont souvent des signaux avant-coureurs de quelqu'un qui ne va pas bien parce qu'on est dans du stress chronique. De même que les maux de dos, travailler de plus en plus tard, renoncer en fait à des activités de loisirs ou des activités sociales parce qu'on veut à tout prix soit se préserver en disant mais je suis déjà fatiguée et donc si je fais ça en plus je vais être encore plus fatiguée, alors qu'on se prive en fait de soutien social finalement, ou justement de se détacher psychologiquement de son travail pour amener du bien-être. Donc, quand on a tendance comme ça à se renfermer sur soi, on voit qu'on est de plus en plus cynique, on voit que les émotions, c'est quand même plus compliqué, on ressent plus d'anxiété, on ressent plus de déprime, on est plus en colère, on est plus quand même un peu plus cynique. Tout ça, on est souvent les personnes en burn-out se disent mais en fait je me reconnais plus. J'étais quelqu'un d'enthousiasme, de chaleureux, et là je souffle sur tout, je râle sur tout, c'est pas moi quoi. Mais donc voilà, travailler tard, reprendre du travail dès qu'on rentre chez soi ou dès que les enfants sont au lit. Oui, avoir des maux de dos, avoir des problèmes de sommeil, des maux au ventre, évidemment, des difficultés de digestion, tout ça, c'était des signaux avant-coureurs auxquels il faut être attentif. Ok, merci beaucoup, Madame Delroze. Je vais prendre encore une toute dernière question, mais parce que je vois que le temps avance pour pouvoir terminer à une heure qui convient à tout le monde. Je vais peut-être vous poser une question par rapport aux valeurs. À un moment donné, vous aviez évoqué que les valeurs étaient personnelles, individuelles. Et quand on a un conflit de valeurs avec l'entreprise ou la hiérarchie, finalement, qu'est-ce qui reste à faire à la personne? Est-ce que c'est une situation de non-retour? Ou parce que quand on est engagé, à un moment donné, on a peut-être un certain style de valeurs et puis les gens évoluent, vieillissent, les valeurs peuvent évoluer aussi. Est-ce que ça peut être le signe que on ne doit plus, on doit aller vers un autre emploi ou il y avait des questions qui tournaient autour de ça. En fait, j'ai eu plusieurs patients ou travailleurs qui étaient dans le cas où ils se retrouvaient. Donc, ils se retrouvaient au début. En fait, il y avait vraiment un fit, une correspondance entre leurs valeurs personnelles et leurs valeurs professionnelles. Et à mesure du temps qui passe, soit eux ont changé aussi, ont une sensibilité différente. Et voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Ou en fait, l'entreprise a changé. On est parti d'une entreprise familiale à peut-être une entreprise différentes, plus axées business, etc. Et donc, ils se retrouvent moins dedans. Et ce conflit de valeurs est devenu compliqué. Alors, est-ce qu'il faut partir? Je dirais tout dépend de la personne. Je dis juste, moi, pas de la situation de la personne, parce qu'on peut aussi rester, parce que on met comme valeur personnelle en priorité la sécurité financière. Et c'est tout à fait OK, en fait. Mais si on a confiance en se disant je vais retrouver du travail ailleurs et vraiment je ne me retrouve plus dans les valeurs de mon entreprise, oui, ça peut être une solution de quitter son entreprise parce que
en fait, vivre un conflit de valeurs et un dilemme, parfois même un dilemme éthique, c'est difficile, quoi. Ça demande énormément d'énergie pour l'individu. Et comme je vous disais, en fait, autant on peut facilement changer de comportement, autant une valeur ou son éthique personnelle, sa morale, c'est difficile de changer ça. C'est assez stable chez l'individu. Ok, merci Madame Delroisse. Je vais peut-être juste encore en faire une de dernière parce que voilà, certaines questions tournaient autour de l'équilibre, voilà, vie privée et vie professionnelle. Voilà, quels sont les conseils un petit peu concrets qu'on peut donner à nos participants ce soir pour essayer de maintenir cet équilibre. On a bien compris que ça ne devait pas toujours être via un changement radical, mais que ça peut être parfois des petites choses, des petits changements qu'on fait en toute conscience dans la vie quotidienne. Mais est-ce que vous avez des petites astuces ou des pistes très concrètes pour essayer d'aider les gens à rester dans cet équilibre durable? Ouais. En fait, sachant que dans un équilibre durable, il y aura toujours des moments de déséquilibre. Je crois que la première chose, c'est de se dire, voilà, il y a des moments, moi chaque année, je prends des bonnes résolutions au début d'année académique, je vais moins travailler. Et ce soir à 22h, je suis encore en train de travailler. Donc, je ris de moi-même, mais avec plaisir, hein, vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où le travail déborde et c'est OK. Et il y a des moments où c'est la vie privée qui déborde et c'est OK. Donc, la première chose, c'est la flexibilité, en fait. C'est de dire, OK, c'est pas grave s'il y a des moments où je travaille vraiment beaucoup d'heures par semaine et d'autres moments où on n'est pas constant. Hein. Si vous travaillez 50 heures une semaine, vous n'allez pas savoir faire ça pendant 8 semaines parce que votre cerveau n'est pas capable. À un moment donné, il va saturer, donc vous aurez besoin de moins de travail. Donc, première chose, c'est flexibilité. Deuxième chose, c'est mais qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, quoi. Enfin, je m'adresse ici à tout le monde. Hein. De quoi avez-vous besoin, en fait? Parce qu'il n'y a pas de truc et astuce. Enfin, s'il y en a, le truc et astuce, c'est prenez conscience de ce qui vous fait du bien, de ce dont vous avez besoin ici et maintenant, parce que c'est peut-être pas ce qui vous fera besoin, enfin, ce dont vous aviez besoin il y a un mois et ce dont vous aurez besoin dans 3 mois. Donc, c'est ici et maintenant. Et je crois à s'entourer un maximum, pouvoir aussi discuter quand il y a un déséquilibre, quand il y a un mal-être, c'est pas rester seul avec soi. Alors ça peut être consulter un psychologue, un coach, un médecin, parce qu'à un moment donné, ça devient trop difficile, mais c'est aussi pouvoir en discuter avec ses amis. Je crois que parfois on est trop à vouloir montrer que tout va bien. Et justement, on voit bien à quel point, quand on parle avec des proches de nos difficultés, ils peuvent déjà nous rassurer parce qu'ils vivent la même chose et parfois nous apporter aussi conseils ou avoir des idées. Ah, tiens, si on partait entre copines au week-end, il y a plein de choses, quoi. Mais donc, pour l'équilibre durable, c'est toujours se connaître, toujours se poser la question, mais est-ce que ça me convient encore, que ce soit le travail ou la manière dont je prends soin de moi dans ma vie privée, et être rassuré par le fait que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est des belles courbes, en fait. Ok, mais un tout grand merci, Madame Delroisse, pour ce moment de questions-réponses. Tout doucement, on arrive à la fin de la soirée. On espère sincèrement que vous allez pouvoir repartir avec des éclairages utiles et peut-être quelques pistes pour poursuivre votre questionnement personnel quant à votre bien-être et votre rapport au travail.